Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la transition qui reçoit dans sa seconde partie consacrée à l'invité du jour, M. Aboubakar Foté Souma, directeur des affaires juridiques et de la logistique du CNT, avec qui nous parlerons bien sûr de l'évaluation des lois dans un système de législation axé sur le résultat, un des axes stratégiques du guide de logistique de notre pays. M. Souma est déjà sur ce plateau. Bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour M. Koela, bonjour M. Barry, mon cher ami Daniel, bonjour. Et c'est avec fierté que nous répondons à votre invitation parce qu'on sait que la télé parlementaire est suivie avec beaucoup d'intérêt par les différents Guinéens et les autorités du pays. Donc d'entrée de jeu, je dis bonjour à toutes et à tous. Très bien, vous l'avez bien fait d'ailleurs de le mentionner. Ils sont très nombreux à nous suivre donc partout en Guinée et ailleurs et qui peuvent aussi naturellement interagir avec nous à travers bien sûr le 622 12 92 41 622 12 92 41 si vous avez des questions à poser à notre invité du jour. Oui, Mohamed Barry pour la première question. Alors, la première question, monsieur le directeur, c'est de savoir également que recouvre également exactement la notion de la législation axée sur le résultat dans le contexte guinéen. Merci pour cette question. Pour y répondre, vous permettez d'abord que je rende cet hommage à l'homme qui nous a investi de la mission qu'on est en train d'exercer. Je peux parler ici du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, et qui a une vision très claire dans ce domaine-là. Alors, pour revenir à votre question, je veux d'abord signaler que quand on parle de législation axée sur le résultat, et n'oublions pas qu'il y a une notion similaire qui est d'ailleurs très connue, la gestion axée sur le résultat. Effectivement, oui. Cela est une sorte de transposition de cette notion dans le domaine des normes. Alors, donc parler de la législation axée sur le résultat, d'ailleurs qui est un concept que la Guinée va vendre désormais aux autres pays, c'est parler d'un système qui va réorienter les textes juridiques vers leur efficacité, vers l'atteinte de leur objectif. Vous savez qu'on peut faire une loi et ne pas s'intéresser à ses impacts, à ses effets, mais plutôt il est normal que quand on a élaboré un texte, qu'on suive son application, qu'on suive son impact. Est-ce que l'effet escompté pendant son élaboration est atteint ou pas? Donc la question que vous posez, elle est grande parce que quand on parle de cette notion qui paraît nouvelle pour notre pays et pour beaucoup d'autres personnes, je crois qu'il y a lieu d'en dégager les piliers. Quand nous l'utilisons, quels sont les piliers qu'on donne à cette notion-là pour qu'on puisse comprendre législation axée sur le résultat, c'est quoi en réalité? Si vous me permettez, allez-y. Je rappelle ici que en concevant ce concept, nous avons été confrontés à un état des lieux qui était critique, qu'on est en train de changer au fur et à mesure. L'état des lieux où on a constaté que les textes étaient élaborés et parfois devenaient lettre morte, excusez-moi. Une loi, elle ne doit pas être lettre morte, mais le plus souvent, le constat est amer, c'est que la loi, une fois qu'elle est adoptée, le plus souvent, elle n'est plus effective. Alors, mon collègue de la RDC, que je vais évoquer ici, Germain Bave, vous aurez dit que le vrai travail du législateur commence lorsque le texte est adopté. Et effectivement, nous sommes également dans cette lancée. Nous sommes en train de dire que quand on parle de législation axée sur le résultat, le premier pilier, le tout premier pilier, c'est de s'intéresser à l'effet que la loi va produire. Donc, la première des choses, c'est la participation des différentes parties prenantes à l'élaboration, à l'examen et à l'exécution de la loi. Une loi écrite à vase clos n'est pas en réalité
une loi qui peut produire les effets qu'on veut. Donc le premier pilier, c'est la participation des parties prenantes. Le deuxième, c'est l'étude objective du contexte qui prévaut avant d'écrire une loi. Vous ne pouvez pas écrire une loi sans vous référer au contexte géographique et sociologique sur lequel ça doit s'appliquer. Et à ce niveau, vous avez vu ces derniers temps, ces dernières années, le CNT est en train de donner beaucoup d'exemples dans ce cadre-là, à commencer même par la Constitution. La Constitution, effectivement. Donc, il faut étudier le périmètre dans lequel on veut intervenir pour connaître les éléments du contexte d'abord, que ce soit le contexte factuel et le contexte juridique. Alors, le troisième pilier de cette notion de législation axée sur le résultat, c'est qu'il faut que les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance des lois soient clairement fixés. En élaborant une loi, il faut en déterminer en même temps les objectifs, les résultats et les indicateurs par lesquels on peut l'évaluer. Les instruments de contrôle de son efficacité. De son efficacité. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, c'est le cadrage logique de l'intervention normative. Quand vous faites une loi dans cette dynamique de législation axée sur le résultat, il est normal que vous montriez les liens qui existent entre le problème relevé, les solutions apportées et l'objectif poursuivi. Il faut qu'un document détermine ce lien-là pour ne pas qu'on fasse une loi juste pour la faire, mais qu'on dise alors, on est parti de tel problème et au regard de cela, tel est l'objectif et au regard de cela, c'est la solution et les indicateurs de résultats. Très bien. Ça, c'est un autre pilier. Je ne sais pas m'arrêter, mais il y en a trois autres. C'est vrai. Et moi, ça m'amène à vous poser la question sur les avantages de la législation axée sur le résultat, surtout pour la qualité des normes juridiques. Bon, là, vous allez m'amener à croiser deux questions. Ces avantages d'une législation axée sur le résultat, c'est surtout que la législation donne la possibilité aux politiques publiques d'être efficaces. Il faut l'efficacité des politiques publiques. Je vous rappelle à ce niveau qu'une loi est aussi une politique publique. Et c'est bon qu'on comprenne c'est quoi une politique publique et pourquoi la loi en est une catégorie. Parler de politique publique, pour ne pas que je donne une définition mécanique, il faut qu'on comprenne qu'il y a 4 aspects qui peuvent justifier cela. La première des choses, c'est que c'est une vision, c'est une démarche, premièrement. Deuxièmement, cette démarche-là doit être décrite dans un document, ça doit être documenté et rendu officiel. Tant que c'est une opinion qu'on a, on n'est pas encore dans une logique de politique publique. Ensuite, la politique publique là, doit être destinée à résoudre des problèmes de société, des problèmes d'intérêt général. Et que tout cela soit fait par une personne publique, une personne investie du pouvoir public. Tout à fait. Alors, lorsque les 4 éléments là se réunissent, on est en face d'une politique publique. La loi en est une. Alors, la loi est la catégorie des politiques publiques contraignantes, à l'opposé des politiques publiques non contraignantes. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne que quand on parle de législation axée sur le résultat, les avantages de cela, c'est faire en sorte que la politique publique qui est coulée dans une loi soit efficace, réponde aux véritables problèmes, aux véritables besoins de la société. À ce niveau, je rends hommage au président de la commission Constitution, qui ne cesse, le doyen qu'on connaît communément sous le nom d'Éric Thiam, qui ne cesse de dire à l'entame des travaux que nous sommes là pour trouver des solutions concrètes à des problèmes concrets. Oui, tout à fait. D'où l'utilité de la logique d'une législation axée sur le résultat. C'est tant qu'on gardera ça à l'esprit, on orientera toujours nos réflexions, nos propositions, les amendements vers l'atteinte des objectifs. Ça, c'est l'intérêt principal de cette logique. L'autre intérêt, l'autre avantage, il est démocratique. Lorsque nous sommes dans une société
démocratique, il faut une reddition de comptes. Ouais. Il faut qu'au moins une institution alimente le débat public. Ouais. L'avantage d'entrer dans une logique de législation axée sur le résultat, donc mettant l'accent particulièrement sur l'évaluation des lois, c'est que à la fin, pendant le processus d'élaboration, même d'application des lois, qu'on rende des rapports d'évaluation pour dire au peuple, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà quel est l'état de cette loi, voilà quels sont les résultats escomptés, s'il y a lieu de modifier ou pas, qu'est-ce qu'il y a lieu, qu'est-ce qui justifie cela. Ouais. Ça, c'est l'avantage principal de cette logique de la législation axée sur le résultat. Justement, on sait quand même que cette notion est contenue dans le guide légistique dont la Guinée, en tout cas, s'est dotée, on va dire, sur initiative, bien sûr, du CNT. Vous êtes parti, vous l'avez dit, d'un constat de cette désuétude de certaines lois à peine votées et qui ont de la peine d'être appliquées. Aujourd'hui, quelle est, on va dire, l'importance pour la Guinée d'intégrer cette notion dans l'approche, bien sûr, de la rédaction des textes de loi? L'importance, vous me permettez d'en rajouter, c'est pour notre pays la qualification de nos politiques publiques d'abord, l'efficacité de nos politiques publiques. On fait une politique publique, c'est pour répondre à un problème. Tout à fait. Il faut mettre de notre côté toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de cette politique publique. Ouais. Deuxièmement, puisque le Parlement qui adopte ces lois représente le peuple, il faut pour lui un instrument pour répondre aux besoins véritables de cette population. Et la logique de législation axée sur le résultat, je vous ai dit, un des piliers, c'est la participation des parties prenantes. Et quand on fait participer les parties prenantes, on a beaucoup de chances de tenir compte des véritables besoins des parties prenantes. Ouais. Alors, cette logique a cet avantage-là. Si, par le passé, excusez-moi, c'est vraiment pas pour situer la responsabilité de tel ou de tel autre, mais objectivement, puisque nous avons la volonté de changer, si on regarde sur le passé, on se rend compte que quelqu'un peut s'enfermer dans son bureau et écrire un texte. Une loi, ça, c'est tout à fait dangereux. Il faut écrire le texte avec tout le monde parce qu'on ne peut pas mieux connaître le besoin de quelqu'un que lui. Ouais. Alors, l'avantage de la législation axée sur le résultat se situe à ce niveau-là et se situe aussi au niveau de l'efficacité des politiques publiques. Alors, on va parler désormais les enjeux et défis également de l'évaluation d'une loi. Alors, pourquoi l'évaluation des lois est-elle devenue aujourd'hui une sorte notamment d'impératif dans le processus législatif? Quelle est la crainte? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'une certaine inflation? C'est pas juridique? Ouais. Alors, bon, quand vous posez cette question, je voudrais rappeler qu'un des grands philosophes dit que le doute est un hommage rendu à l'espérance qu'une autre solution était possible. Pourquoi faire l'évaluation? C'est qu'il faut, lorsqu'on a un texte sur lequel on veut délibérer, il faut se demander, est-ce que ce texte-là a tenu compte des éléments du contexte? Est-ce que ce texte-là a toutes les chances de réussir, d'atteindre les objectifs? Voyez-vous? Donc, faire l'évaluation l'évaluation des politiques publiques devient en quelque sorte un impératif dans ce contexte démocratique parce que le mandant qui est le peuple attend de son mandataire un compte rendu objectif, bien structuré. Le Parlement représente le peuple. Le Parlement a donc la responsabilité d'évaluer ne serait-ce que les lois qu'il adopte pour en rendre compte au peuple et aussi proposer des solutions à ceux qui appliquent, à ceux qui sont responsables de la politique publique qui est dans ces lois-là. Alors, vous voyez, donc dire que
il nous faut l'évaluation des politiques publiques, c'est dire que c'est cela qui est nécessaire pour que nos textes soient qualifiés, pour que les objectifs qu'on veut poursuivre soient atteints rapidement, pour que aussi le peuple soit en confiance, que les institutions qui travaillent pour ce peuple aient la crédibilité nécessaire. Faire l'évaluation, l'institution qui fait l'évaluation met de son côté la crédibilité nécessaire. Oui. Ça, c'est un avantage de faire désormais l'évaluation des lois. Oui, allez-y, Daniel. Alors, en tant que spécialiste de la légistique, selon vos observations, quels sont les enjeux démocratiques, socio-économiques, institutionnels liés à l'évaluation des lois? J'en ai déjà évoqué quelques-uns, je pense sous un autre terme. Lorsqu'on fait l'évaluation d'une loi, le premier enjeu, c'est la qualification de ces lois-là. Ouais. Parce que si on ne fait pas bien l'évaluation, ou si on ne la fait même pas, c'est la qualité-là de ces lois qu'on perd. On perd cette qualité-là. Deuxièmement, l'avantage de faire l'évaluation des politiques publiques en bonne démocratie, c'est créer un climat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Tout à fait. Parce que peut-être que je n'ai pas évoqué d'abord toutes les facettes d'une évaluation. Quand on parle d'une évaluation, il faut comprendre qu'il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs types selon le moment où elle intervient. Il y a l'évaluation qui se fait ex ante, c'est-à-dire l'évaluation qui se fait avant même l'adoption de la loi. La loi, oui. Elle se fait pendant l'examen de la loi dans les commissions. Elle peut se faire aussi par celui qui a la charge d'élaborer techniquement le projet ou la proposition de loi. Ça, c'est l'évaluation ex ante. À ce niveau, quels sont les aspects qu'on peut prendre en compte? Est-ce la pertinence? Est-ce l'opportunité? Ou à la vision de l'initiateur de la loi à ce niveau-là? Justement, à ce niveau, ce type d'évaluation vise à d'abord mieux comprendre le contexte, évaluer le contexte, pour savoir quelles sont les conditions nécessaires à l'efficacité de la loi en question. L'évaluation qui porte sur ça, c'est ça qu'on appelle évaluation ex ante ou évaluation prospective. Son objectif, c'est vraiment analyser tous les aspects nécessaires à l'efficacité de la loi. Il y a l'évaluation qui se fait concomitamment. L'évaluation, comment je vais dire ça? D'autres appelleraient ça évaluation itinéraire, c'est-à-dire qui se fait pendant que la loi est un examen. Pendant que la loi se met en œuvre, lorsqu'elle est adoptée. Lorsque la loi est adoptée, elle est entrée en vigueur. Vous savez qu'il y a des textes d'application. Il y a d'autres conditions d'application telles que la vulgarisation et autres. La mise en œuvre de ces conditions-là correspond à la phase d'évaluation concomitante. L'évaluation qu'on porte sur l'émission des textes d'application, la mise en œuvre des autres conditions d'application est appelée évaluation concomitante. Et généralement, elle se fait dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la loi. Il y a l'évaluation ex post ou l'évaluation rétrospective, c'est-à-dire celle qui se fait lorsque la loi est déjà entrée en vigueur, elle est déjà longtemps appliquée, par exemple 3 ans d'application. Après, on revient pour savoir quel est l'effet est-ce qu'on est obtenu. Quel est le résultat? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé déjà avec cette loi-là? Ça, c'est l'évaluation ex ante. Donc, vous comprenez que en faisant de telles évaluations, on met du côté des autorités publiques et de cette loi toutes les chances pour que la loi s'applique très bien et qu'elle résolve les véritables problèmes de la société. Donc, à ce niveau, l'enjeu principal de l'évaluation dans un système de démocratie, c'est l'efficacité de ces lois, mais aussi la crédibilité, la confiance qui va exister entre les gouvernants et les gouvernés. Est-ce les conseillers nationaux, il revient aux conseillers nationaux d'intervenir dans cette évaluation? Et bien sûr. Est-ce à eux d'évaluer? Bien sûr. Mais si ce sont principal même. D'accord. Mais si ce sont eux qui participent à l'examen des lois et qui l'adoptent
est-ce que vous pensez que c'est opportun que cette loi soit évaluée par les mêmes conseillers nationaux qui ont participé à son examen et à son adoption? Oui, les conseillers nationaux sont à une posture où ils doivent faire l'évaluation. Ils sont habilités, même par la Constitution, à faire l'évaluation. Je ramène à l'article 91 de la Constitution qui dit que le Parlement évalue les politiques publiques, y compris donc les lois. D'accord. Le Parlement est même mieux placé, les conseillers nationaux sont même mieux placés pour évaluer une loi. Pourquoi? Je viens de le dire ici. Il y a l'évaluation prospective. Oui, tout à fait. L'évaluation qui se fait pendant que la loi est déjà en activité. Dans sa phase d'élaboration. Elle n'est pas encore en vigueur. Oui, ok. Lorsqu'on l'a en examen dans les commissions, à ce niveau, vous me donnez l'occasion de rappeler que les conseillers nationaux ont l'opportunité de demander est-ce que les conditions nécessaires à l'application de cette loi sont réunies? Est-ce que celui qui a élaboré, celui qui a conçu la loi a bien évalué le contexte? Est-ce qu'il a pris en compte les principes généraux de la légistique qui militent à la faveur de l'efficacité de la loi? Est-ce que toutes les conditions de la mise en œuvre pratique de la loi sont claires? Donc, c'est une phase d'élaboration prospective qui se fait. Même si celui qui a conçu le projet ou la proposition est censé lui aussi faire l'évaluation de la loi. Donc, effectivement, mon cher ami, les conseillers nationaux sont à la bonne place pour faire l'évaluation des lois. Également, pour en rajouter, lorsque les conseillers nationaux ont adopté une loi, pendant qu'elle est en vigueur, ces conseillers peuvent également faire l'évaluation concomitante et l'évaluation postérieure pour savoir est-ce que la loi qu'on a adoptée il y a 6 mois ou bien disons même 3 ans, est-ce que ses effets commencent à se produire? Si oui, tant mieux. Si les effets ne sont pas là, qu'est-ce qui a empêché la production de l'atteinte des objectifs et quelles solutions il faut pour que la loi puisse atteindre ses objectifs? C'est là l'intérêt de faire une évaluation. Parce que si on ne fait pas l'évaluation, on se fait surprendre par les effets néfastes de celle-ci. Tout à fait. Oui, alors monsieur le directeur, pour ce téléspectateur qui nous suit et qui pour la première fois entend parler du guide de la légistique, qui est un document historique qui a été adopté, en tout cas qui a été élaboré par le Parlement. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce que c'est qu'un guide de la légistique? Et la seconde question, c'est celle de savoir quels sont les principes directeurs qui encadrent l'évaluation d'une loi sous l'empire, bien sûr, de ce guide de la légistique. Merci beaucoup pour la pertinence de la question. On me dit souvent que les bonnes réponses découlent des bonnes questions. Ah, merci. Alors, donc, ici, d'abord, je rappelle que, pour ceux qui n'ont pas peut-être l'information, que notre pays vient de se doter d'un guide de légistique. C'est-à-dire ce document qui va désormais fixer les directives que les acteurs de la chaîne normative doivent suivre pendant la conception, la rédaction, l'examen et l'évaluation des lois, des textes en général. Alors ce guide, il a vocation à... Dans ce guide, on retrouve les directives généraux et les principes généraux, excusez-moi, qui guident les opérations de conception, d'examen, de suivi et évaluation des lois. On trouve les règles d'écriture des textes, que ce soit la loi, que ce soit les décrets. En tout cas, il y a les règles qui peuvent être utilisées pour tout type de texte. Il y a également dans ce guide la méthodologie à suivre pour concevoir une loi, en partant même de zéro. Vous savez que l'un des défis que notre législation avait, c'est de lutter contre le mimétisme, c'est-à-dire éviter de prendre les lois d'autres pays pour les compiler et sortir ce que nous voulons appeler loi, entre guillemets. Mais désormais, avec cette partie du guide, on connaît maintenant quelles sont les différentes étapes qu'il faut franchir pour qu'on ait une loi qui nous ressemble et qui nous rassemble, une loi adaptée
aux réalités de notre pays. Et à ce niveau, permettez que je rende hommage à notre cher professeur Babacar Kanté, un des grands consultants du CNT, qui ne cesse de dire, lorsque le droit et les faits sont en conflit, le droit a tort. Comme pour dire que la loi est faite pour réparer un problème. Pour réparer un problème et doit partir des réalités de la société. Donc, il y a une démarche qui est là dans le guide pour ça, pour qu'on évite désormais le mimétisme. Et je pense que le CNT est en train d'en faire la démonstration. Le dernier élément qui est traité pour le moment dans ce guide, c'est effectivement l'aspect qui nous réunit ici, c'est les principes, les méthodes d'évaluation des lois, particulièrement cette fois-ci. Alors à ce niveau, on a fixé les principes qui ont pour vocation d'assurer à l'évaluation sa crédibilité, son efficacité, mais aussi on a déterminé la démarche qu'on peut suivre pour faire une évaluation. À ce niveau, la particularité de ce guide, c'est face à un défi, le défi de transposer les connaissances théoriques de l'évaluation des politiques publiques dans le cadre institutionnel du Parlement. Parce que le Parlement a ses pratiques, le Parlement a ses procédures, ses mécanismes d'évaluation aussi. Voilà, ses organes, ses instances, ses mécanismes. Tout à fait. Alors, comment transposer la théorie de l'évaluation des politiques publiques dans ce processus institutionnel? C'est ce qui a été le défi à ce niveau dans le guide. Et effectivement, je ne sais pas, humblement, je dirais qu'on a réussi parce qu'on a pu mettre les différentes étapes dans le processus d'élaboration des lois. Donc c'est pourquoi tantôt je disais que désormais, il est bon qu'on comprenne que lorsqu'on a un texte au niveau des commissions, c'est l'occasion de faire l'évaluation prospective d'une loi pour mettre l'exigence de la qualité, les conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace de la loi et que cela soit documenté dans un rapport qui peut servir demain lorsqu'on veut faire une autre évaluation rétrospective. Donc, voilà un peu la charpente du guide. On ne pourra pas aller totalement en profondeur, mais j'espère qu'il y aura d'autres temps pour ça. Maintenant, le deuxième aspect les principes directeurs de votre question, par rapport aux principes qui dirigent, qui gouvernent une évaluation, on a estimé qu'il y en a 5. En tout cas, qui correspondent bien au contexte de la Guinée, à l'état de la législation guinéenne. Le premier principe que nous avons trouvé nécessaire, c'est le principe d'opportunité. C'est-à-dire le principe qui exige qu'on ne fasse pas l'évaluation pour la faire. Qu'on ne fasse l'évaluation que lorsque l'objectif est de trouver les conditions nécessaires à l'efficacité de la loi. Que lorsque l'évaluation est destinée à assurer un compte-rendu démocratique, c'est-à-dire alimenter le débat public par des données sûres, des données fiables, objectives. Alors, l'évaluation n'est pas faite pour sanctionner. Je rappelle à ce niveau, l'évaluation n'est pas faite pour sanctionner. Le plus souvent, ce qui fait qu'on a la crainte de l'évaluation, c'est parce qu'on pense tout de suite à... Si ça ne marche pas... Si ça ne marche pas, je vais perdre mon poste. Ou bien on va m'imposer ceci, cela. Non, l'évaluation ne vise pas ça. L'évaluation vise à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qu'il faut pourquoi, que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. C'est ça la seule vocation d'une évaluation. Donc, premier aspect, l'opportunité. Donc, principe d'opportunité. Le deuxième principe, c'est le principe de transparence. En démocratie, tout ce que vous faites pour une personne, sans cette personne, est censé être contre la personne. Donc, pour qu'il y ait la transparence, le principe là souhaite que tous les aspects, toutes les parties prenantes prennent part à l'évaluation, mais surtout que les principes, la méthodologie d'évaluation soit définie en amont, les principes et les critères d'évaluation soient définis en amont avant de faire l'évaluation. Imaginez, il n'y a pas une évaluation plus crainte, plus contestée, plus combattue
qu'une évaluation spontanément est déclenchée. Ouais. Lorsque l'évaluation était planifiée, on sait à l'avance qu'il y aura l'évaluation. Les critères sont définis, ces principes sont définis à l'avance. Ouais. Il n'y a pas lieu de douter Tout à fait. de la crédibilité de l'évaluation. Ouais. Alors donc, on a l'un des contenus de ce principe de transparence, c'est que les méthodes, les outils, les critères et principes de l'évaluation soient définis à l'avance. D'accord. Et pour ça, je crois qu'en tenant compte de ce principe, il y a lieu de profiter ici, de dire au CNT, le CNT doit élaborer une loi sur l'évaluation des politiques publiques. Parce que si dans la loi, les critères, les principes, les méthodes et le cadre institutionnel de l'évaluation sont définis à l'avance, il n'y a plus matière à craindre l'évaluation. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un deuxième principe. Pour ne pas trop prendre du temps, Ouais, effectivement. il y a le troisième principe, le principe de distanciation. C'est-à-dire, quand vous faites l'évaluation, l'évaluateur, celui qui a la charge de D'évaluer. l'évaluation, ne doit pas avoir un conflit d'intérêt avec l'objet évalué. L'objet Ouais. évalué. Il ne doit pas être en conflit d'intérêt. Ouais. Si vous avez pris l'initiative d'une loi, au moment de son évaluation, ce ne doit plus être vous. Ouais. Ce Ouais. doit être d'autres personnes. Il faut le regard extérieur. Il faut le regard extérieur. Ouais. Effectivement. Au cas où vous vous retrouvez là-dedans, on doit vous récuser. Ou vous devez vous récuser vous-même. Déclarer que vous êtes en situation de conflit d'intérêt. Pour la neutralité, vous vous retirez. Il faut que d'autres personnes regardent. Donc ça, c'est le contenu résumé du principe de distanciation. Il y a l'avant-dernier principe, le principe comment je vais dire ça, de pluralité. Le principe de pluralité est que face à une politique publique, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts en présence. Il y a les bénéficiaires de la politique publique, il y a les concepteurs de la politique publique, il y a ceux qui contrôlent la politique publique, il y a ceux qui étudient la politique publique. Donc, le principe veut que, ce principe de pluralité voudrait que à l'évaluation soient associées toutes les parties prenantes, que les universitaires, les acteurs de la société civile, les acteurs chargés de l'exécution de la loi, le Parlement qui adopte cette loi, soient mis ensemble pour faire l'évaluation et que les différents aspects, les différentes facettes sociologiques, politiques, juridiques de la politique évaluée soient prises en compte. Ouais. Cela est l'esprit du principe de pluralité. Et enfin, le principe de compétence qui voudrait que ne soit associé à l'évaluation que celui ou celle qui en a les compétences. Parce que faire l'évaluation sans connaître comment collecter les données, interpréter les résultats, ça va être préjudiciable aux résultats de l'évaluation. Donc voilà. Tout à fait. Pour votre réponse. Oui, et justement, ce que vous dites est tellement intéressant. On n'a pas vu le temps passer. Nous arrivons au terme de cette émission, mais je ne saurais clore cette partie sans demander donc votre message que vous pourrez adresser aux jeunes juristes qui nous suivent et même des travailleurs parlementaires, mais aussi des acteurs de la société civile sur l'importance de cette vision législative par rapport à l'évaluation donc des lois dans un système de législation axé sur les résultats. Alors, ici, le message, je crois, on doit l'adresser d'abord à l'administration parlementaire. Nous, chacun de nous, nous avons la responsabilité de garder la culture de l'évaluation. En tout cas, le CNT a commencé parce qu'il a déjà mis en place une commission chargée du suivi des accords ratifiés. Oui, effectivement. Il a l'intention d'élaborer une loi sur l'évaluation des politiques publiques. Il a assuré beaucoup de formations des cadres et membres de l'institution. L'intention est déjà là. À nous maintenant de garder cette culture-là. Ça, c'est le premier message. L'autre message, et à ce niveau, pour terminer, je fais un signal à mon équipe qui ne cesse de m'accompagner et vraiment qui prennent beaucoup de choses qui ne rechignent pas quand on leur demande même des sacrifices. Donc c'est l'occasion pour moi qu'on me permette de les dire merci ici. Et l'autre message, on l'adresse aux universitaires. Quand ce que le Parlement fait, les universitaires doivent s'y intéresser. Les universitaires doivent enseigner la légistique désormais.
c'est difficile. À chaque fois, quand vous dites, vous cherchez les profils à logistique, on dit non, on n'enseigne pas cela. Mais qu'est-ce qui dit qu'on n'enseigne pas? On peut désormais créer une matière à enseigner. Effectivement. Effectivement. Donc, le message là, je l'adresse aux différents universitaires et enfin à l'exécutif, aux différentes autorités. Je les invite à continuer l'élan qui est commencé et à vraiment prendre des mesures pour que la dynamique d'évaluation des lois, la dynamique de législation axée sur le résultat soit poursuivie, même si c'est contraignant, ça demande assez d'efforts, mais qu'on y parvienne petit à petit. Merci beaucoup. En tout cas, nous on en a en tout cas profité avec vous, monsieur le directeur Aboubakar Foté Souma, directeur des affaires juridiques et de la logistique d'Ajul à Rambrégé, ici au CNT. Avec lui, nous avons parlé donc de l'évaluation des lois dans un système de législation axé sur le résultat, un des axes stratégiques du guide de logistique de Guinée. Merci à toutes et à tous. Ainsi prend fin ce premier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Au revoir.